C'est compliqué quand t'es racisé, c'est compliqué quand t'as les cheveux afro ou que t'as des locks, c'est compliqué quand t'es voilé de bosser dans des maisons de luxe. Ça c'est indéniable. Ils ont beaucoup moins de problèmes de vol que nous. C'est nous, par exemple, on est obligé d'expliquer à nos partenaires japonais, quand vous envoyez un colis, faites-le comme ci, faites-le comme ça, mettez un double carton, blablabla, blablabla. Et on s'est déjà fait voler des sacs dans le colis directement. Quand on leur dit, ils comprennent même pas ce que c'est, ils comprennent même pas dans quel monde c'est possible qu'on puisse nous voler un sac de cette manière, quoi. Pour eux, ça n'existe pas. Mais c'est un pays hyper conservateur. Les femmes, elles se baladent pas avec des décolletés dans la rue, hein. Hmm. Il y a pas de décolleté, truc comme ça. Il y a même pas. À la limite, ils ont un problème avec les mini-jupes. Ça, mini-jupes, il y a pas de problème. Mais tu les verras mini-jupes. Déjà, c'est pas tout le monde. Quand elles vont au travail, etc., tu les verras jamais en mini-jupes. C'est toujours des jupes qui arrivent là et dans leur boutique vraiment typiquement japonaise. Et la majorité des japonaises, tu les vois dans la rue, elles sont en robe ou en jupe, plus qu'en pantalon. Et décolleté, par contre, mais tu verras quasiment jamais une femme en décolleté. Ça se fait pas. Hmm. Elles sont vraiment avec un col rond, quoi. Décolleté, c'est hyper mal vu. Et même débardeur, pareil. C'est pas Ok. non plus un truc qui se fait. C'est quand elles mettent des petites robes à bretelles, leur petit kiff en ce moment, c'est de mettre le t-shirt en dessous et ensuite elles mettent la robe à bretelles au-dessus. Et pas de lunettes de soleil non plus dans la rue. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Donc, enchanté, Lisa. Enchantée. Merci d'être passée ici pour prendre le temps de discuter un petit peu. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais commencer par une question que je pose à chaque fois à toutes nos invités. C'est un petit rituel ici. On vit une période un peu compliquée. On nous parle de guerre, de crise économique, de même tout ce qu'on a parlé avant l'interview. Comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? Moi, ça va. Franchement, ça va. Je pense que je me sens mieux, par exemple, qu'il y a quelques mois. Justement, par rapport à tout ce qui se passe, je pense que j'avais développé une relation très malsaine avec les réseaux sociaux et je suis contente d'avoir réussi un petit peu à corriger le tir. Et ce que je dirais, c'est que je me sens sereine, je me sens pas anxieuse. C'est un truc que j'ai souvent ressenti ces derniers mois. Et donc là, je suis contente de pouvoir dire, ouais, je me sens pas spécialement anxieuse. Et voilà, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Bah, on voyait pas mal de choses. Moi, je fais partie d'une génération où on a vraiment grandi avec les réseaux. Ça fait partie de nous. C'est le truc que que je regarde le matin en premier. Et je me couche aussi sur les réseaux. Donc déjà, il y a pas mal, d'actualités qui sont qui peuvent être assez frustrantes, assez agaçantes, voire même, il y a des trucs qui se passent qui sont vraiment hyper tristes, quoi, je pense, qui pour la plupart d'entre nous nous mettent en colère. Et au-delà de ça, quelque chose d'un peu plus, un peu moins important, un truc un peu plus égocentrique. Il y avait aussi tout ce qui se passe. Moi, j'ai ouvert une société il y a pas longtemps, mais je pense qu'on en parlera plus après. Et dans le contexte professionnel, je regardais beaucoup ce qui se faisait, ce qui pouvait se dire, etc. Et c'est un truc, franchement, qui, pendant plusieurs semaines, m'a vraiment genre créé un agacement, une frustration. Et donc, c'est des choses qui s'apprennent aussi avec le temps. Là, dernièrement, ouais, j'ai réussi à un peu, voilà, comprendre que tout ça, c'était quelque chose qui était à part et qu'il fallait des fois faire abstraction et juste se concentrer sur ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Ouais, tu as réussi à prendre plus de distance. Ouais, voilà, exactement. Ok. Moi, en préparant cette interview, j'ai lu pas mal de choses sur toi, sur GD House. Je sais pas si on le Yes. prononce comme ça. Oui, j'ai des house. Ok. Et sur ton parcours. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que tu as créé, c'est ce que tu as créé avec ta mère. Oui, tout à fait. Déjà, monter une boîte, c'est compliqué, surtout en France, hein. C'est un challenge et tout. Mais le faire en famille, c'est d'autant plus difficile. Ouais. Pour moi, hein. Je pense que ça doit être. Bon, après, moi, j'ai créé ma société avec mon mari, mais c'est pas la même chose quand c'est avec les parents, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que ça a renforcé vos liens ou au contraire que ça vous a éloigné? Non, j'ai vraiment la sensation que ça a renforcé nos liens. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. J'ai répondu du tac au tac parce que vraiment, pour moi, il y a pas d'hésitation là-dessus. C'est pas quelque chose qui est simple. Je pense qu'on a vraiment tous. Je pense qu'il y a vraiment des prérequis pour pouvoir créer une société avec sa famille. En l'occurrence,
nous, professionnels, personnels, on a toujours eu une relation où j'étais très proche de ma mère. Il y a, enfin, même de mon père aussi, mais encore plus de ma mère. Donc, déjà, ça aide. Je m'entends très bien avec elle. Je suis toujours partie en vacances avec mes parents ou même avec ma mère seule, etc. Et on a du dialogue. Il y a vraiment des discussions entre nous. Il n'y a pas vraiment de barrière. On se dit à peu près tout ce qu'on pense, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et ça, enfin, je pense que si on n'a pas ça, déjà, c'est compliqué de créer un Hmm. projet comme ça en famille. Et donc maintenant qu'on est dedans, enfin, moi, je sais que j'avais un peu ce sentiment où je me disais, en fait, j'aime vraiment beaucoup passer du temps avec ma famille et tout. Et je suis très à l'aise avec l'idée de passer beaucoup de temps avec ma mère, justement, grâce au fait qu'on travaille ensemble. Hmm. Ouais, c'est tout bénef, quoi. Ouais, voilà. Ça me fait penser un peu c'est l'agence, Ouais, tu vois, où il y a les parents, les enfants, il y a tout le monde, quoi. ouais, voilà. C'est fort, C'est quoi. un peu le même délire. Ouais. Hein. D'ailleurs, ton père, il veut pas rentrer dans votre business? Alors, mon père, il bosse avec nous, ça y est. Ok. Lui, il va plutôt s'occuper. En fait, bah, à la base, on lui a pas vraiment demandé son avis. Ça s'est fait assez naturellement. Premier voyage au Japon, on voyait que bah, nos clientes elles passaient des commandes, etc. Donc, il y a vite la question des expéditions de ces commandes qui s'est posée. Et c'est mon père qui était resté en France qui a préparé tout ça. Et c'est lui, du coup, qui s'en est occupé quand on est revenu. Et naturellement, en fait, c'est devenu son rôle. Lui, il avait la chance d'être assez flexible par rapport à ses horaires de travail. Donc, au fur et à mesure, il a basculé d'une activité vers la GD House et maintenant, il est employé à la GD House. Ok. Et du coup, tes parents, ils faisaient quoi avant la GD House? Mon père, lui, bossait dans la sécurité et ma mère, elle travaillait en tant que conseillère de vente. Enfin, quand on a créé la GD House, elle a été manager pour la maison Fendi de 2 départements au Printemps Haussmann. Et Ok. elle a toujours bossé en tant que conseillère de vente ou en tant que manager dans le luxe, dans le retail. Ok. Oui, c'est pour ça qu'elle a vraiment le truc, Ouais. la fibre, quoi. Alors, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui connaissent pas, sur la chaîne Value Media, euh, qu'est-ce que c'est la GD House? Alors, donc, la GD House, on est une entreprise familiale. Il y a 10 ans maintenant, ma mère, du coup, qui s'appelle Anne, elle s'est fait licencier en fait de son emploi. Elle bossait chez Chanel en tant que conseillère de vente. Elle avait un super salaire, etc. Elle a subi un licenciement abusif et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans emploi. À ce moment-là, elle a commencé à vendre sa collection personnelle. Voilà, elle avait acheté pas mal de pièces au fil des années. Et c'était le début aussi en fait de Vestiaire Collective. Et donc, elle s'est inscrite sur eBay, sur Vestiaire, et elle a commencé à vendre pas mal de pièces. Et en regardant un peu et en parlant un petit peu aussi avec son réseau, etc., elle s'est vite rendu compte que la plupart des vendeurs qui vendaient les meilleures pièces et au prix les plus sympas, c'était des Japonais. Donc, elle a un petit peu cherché, etc. Mais c'était déjà maintenant, ça reste compliqué de sourcer des articles au Japon depuis la France, mais à ce moment-là, ça l'était encore plus. Et donc, à un moment donné, enfin, ma mère, c'est quelqu'un qui est assez, elle est très proactive, quoi. Donc, à un moment donné, elle a juste pris un billet d'avion et puis elle est partie au Japon. Pour Elle est voir de ses partie, propres yeux, ouais. exactement. Elle est partie seule. Elle a cherché des boutiques. Elle avait fait un petit peu de repérage sur Internet avant d'y aller, mais bon, c'est très compliqué au Japon, ça se passe pas. Enfin, c'est généralement, surtout quand c'est la première fois, être sur place, c'est vraiment bien pour comprendre comment ça se passe, etc. Donc tout ce qu'elle avait repéré, elle s'est rendue compte que c'était pas, qu'elle trouvait pas ou que c'était pas top. Donc elle est un peu repartie à zéro et elle a vraiment bah, commencé comme ça le sourcing au Japon. C'était bien, ça marchait très bien. Enfin, elle était très épanouie là-dedans. C'était une super activité pour elle. Après, pour des raisons familiales, où mon père était entrepreneur, ma mère était entrepreneur, ça peut être compliqué pour en fait louer une maison, tout simplement. Donc pour cette raison, elle a décidé de reprendre un travail salarié. Elle a un petit peu voilà, sacrifié son activité. Sauf que pendant de longues années ensuite, ça a continué de la travailler. Elle a constaté le développement de la seconde main, le développement des plateformes et elle a vu une offre qui lui paraissait peut-être un petit peu trop peut-être enfin, je pense que selon elle, on oubliait un des principes de base de la seconde main qui est de pouvoir offrir la possibilité à des gens de s'acheter des pièces de luxe qui ne pourraient pas forcément s'offrir neuves en boutique.
Et on avait souvent voilà, des plateformes qui proposaient des pièces hyper chères. Enfin, c'était... Elle trouvait qu'il y avait un truc à faire, il y a quelque chose qui manquait dans le secteur de la seconde main, en France en tout cas. Et qu'il y avait toujours cette offre au Japon qui est hyper intéressante pour tous les atouts que le Japon a au sujet de la seconde main. Et donc, c'est un truc qui lui est resté en tête. Après, le point bloquant, c'était que elle voulait vraiment le faire avec moi. Et moi, j'étais en licence. Mais en fait, au moment où j'ai terminé ma licence, c'est un peu le moment aussi où le Japon a réouvert ses frontières suite au Covid. Donc là, c'était, voilà, tous les Tout éléments étaient concordait. Ouais. alignés et on est parti au Japon, quoi. Ok. Euh, Est-ce que tu te souviens, toi, du tout premier sac que vous avez vendu? Ouais, Genre celui qui a lancé la machine, quoi. ouais, Et est-ce que tu peux me raconter qui était la cliente, enfin, qui était la cliente ouais, ou tout le à fait. client? Tout à Parce fait. que maintenant, ça change, hein. Mais c'était bien une cliente. Oui, Ouais, d'accord. c'était bien une cliente. Ça change, mais voilà, il y a quand même des choses qui restent très ancrées. Et honnêtement, nous, on a la grande majorité de nos clients sont des clientes. Ok. Et donc, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a travaillé pendant plus d'1 an sur les réseaux sociaux avant qu'on se lance. Elle a vraiment produit du contenu enfin, elle le faisait d'une manière naturelle, spontanée, et elle parlait de ce dont elle avait envie de parler, du luxe, mais pas que du luxe. Elle a aidé pas mal d'étudiants à trouver des stages, par exemple, en boutique, parce qu'ils galéraient. Elle a essayé de déjargoniser un peu le secteur du luxe, qui peut paraître un peu impénétrable de l'extérieur. Elle a essayé vraiment d'expliquer aux gens que s'ils voulaient travailler dans le secteur du luxe, que les barrières qui se créaient, c'était souvent juste dans leur tête, en fait. Et que, voilà, en changeant certaines choses, enfin, Accéder. travailler, accéder, et puis surtout utiliser leurs compétences qui sont vraiment utiles pour ce secteur, quoi, même s'ils sont pas du tout issus de ça. Et donc elle fait comme ça du contenu, mais elle fait quand même, tu vois, même si c'est avec de la spontanéité, de la sincérité, elle fait voilà sa vidéo par jour où là vraiment elle a fait preuve de beaucoup de rigueur. Je suis assez admirative parce qu'elle bossait en même temps et elle faisait voilà son TikTok tous les jours. Ça lui a permis de faire grossir une communauté et au fur et à mesure d'introduire cette idée potentiellement de partir au Japon, de recréer une structure, etc. Ça a été ça a été créé un petit peu en coopération du coup avec sa communauté, qui lui a dit bah nous on préférerait que vous créiez vous puissiez vendre via votre propre structure que plutôt que passer par une plateforme, etc., etc. Donc c'est comme ça que étape par étape le projet s'est créé. Elle a fait le site internet et tout. Moi j'étais encore en licence donc il y a beaucoup de choses qu'elle a fait elle-même pendant ses jours de repos. Et le premier voyage au Japon, du coup, on part avec une liste de commandes de clientes qui veulent des articles. Nous, on appelle ça des demandes de sourcing. Et il y avait la maman d'une de mes copines de la primaire. J'avais fait mon CE1, mon CE2 avec elle. Après, j'ai déménagé. Mais on était toujours un peu restés en contact. Et ses parents sont très gentils, ils connaissaient mes parents. Et nous avaient fait une demande. Et c'était pour une pochette accessoire Louis Vuitton. Et donc, on l'a trouvée. Et la première personne qu'on a contactée, du coup, c'est elle. Et elle a acheté la pochette. Combien vous l'aviez vendu? Si je me trompe pas, ça devait être environ 500 euros, je crois. Je sais pas, pour pas me tromper, je dirais entre 4 et 600 euros. Je suis sûre de pas faire d'erreur, mais ouais, c'était à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et le prix d'achat, enfin de vente dans le Euh, commerce, il s'élève à combien normalement? les pochettes accessoires, alors à ce moment-là, il y avait une grosse hype autour de ce modèle. Je pense qu'à ce moment-là, on pouvait les trouver ouais, facilement pour plus de 600 euros, hein. C'était. Nous, on était ouais, un peu en dessous, mais c'était à ce moment-là, parce que c'était vraiment la grosse tendance. Ouais, plus de 600 euros, peut-être 700. Ouais, et en neuf, c'est ce prix-là? En neuf, En neuf, ah non, ouais. moi je parle du prix moyen de la seconde main. Neuf, c'est pas un modèle qui continue d'être édité en boutique Ouais. et qui était déjà plus édité à ce moment-là. Mais du coup, ça date d'il y a plusieurs années, je pense. Ouais, peut-être à peu près pareil que le prix moyen de la seconde main, je pense. Maintenant, si elle était rééditée maintenant, elle vaudrait au moins 1000 euros, ouais. Ok, ouais, tu passes, ouais, tu doubles quoi le prix. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce moment-là quand tu as fait ta première vente? Bah, franchement, c'était un peu une fierté. Enfin, je me suis vraiment forcée à filmer le moment. Ça aurait pu. En fait, on était tellement dans le genre.
à la fois dans l'inconnu et en même temps dans la précipitation par rapport à pas mal de choses que j'aurais pu juste dire bah ok c'est cool. Nous souvent ça nous arrive, on passe des steps qui sont importants, mais sur le coup on réalise même pas. Et en fait je me souviens que je me suis forcée à genre faire un petit snap ou quoi pour célébrer un peu le moment. Et je regrette pas parce qu'au final quasiment un an plus tard on s'est rendu compte que c'était vraiment ça notre première vente et le point de départ et le commencement de tout ça quoi. Hmm. Donc une grande fierté, quoi. Ouais, franchement, ouais, et très. Ouais, vraiment, c'est assez symbolique et c'était cool ça y est, de démarrer vraiment, réellement. L'activité, quoi. Ouais. Donc vendre du luxe de seconde main, c'est pas juste, entre guillemets, revendre des sacs. Ça doit être tout un univers et surtout un monde, je pense, plein de pièges. Moi, je connais pas le monde du Ouais. luxe, mais je pense que voilà. Est-ce que tu as déjà eu une grosse frayeur, genre acheter un sac en pensant qu'il était authentique et finalement contrefaçon? Alors, ça, pas que je me souvienne. En fait, nous, on a la chance d'avoir, du coup, ben, notre experte maison, Anne, ma mère. Vraiment, là, enfin, sur ce plan-là, c'est un truc où vraiment, c'est limite, on pourrait filmer les backstage. Je pense que c'est dommage qu'on le fasse pas plus. Elle a un œil et réellement, quand elle vend un sac à quelqu'un, c'est qu'elle a pas de doute. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu ce problème. Par contre, les premières frayeurs, ça va plutôt être les clientes qui reçoivent un sac qui est bien authentique et puis qui ont un doute. Donc après, on arrive à gérer la situation, à leur expliquer s'il faut faire authentifier une authentification plus poussée, on le fait, etc. Mais ouais, c'était les premiers moments où on se disait, ouais, ok, peut-être que ça va être plus compliqué que prévu ou des Hmm. choses comme ça, ouais. Ok. Et comment elle fait pour authentifier un sac? Bah alors nous déjà on a fait le choix de sourcer tous nos articles au Japon parce que c'est un pays qui offre une législation beaucoup plus stricte que n'importe quel pays d'Europe par exemple au sujet de la contrefaçon. Donc eux ils ont vraiment une offre de seconde main qui est bien plus développée et c'est le pays le plus connu pour la sécurité en termes d'articles de luxe de seconde main parce que c'est celui qui a les lois les plus sévères à ce sujet. Donc, c'est pas un totem d'immunité. C'est pas parce que ils ont des lois hyper strictes que pour autant il y a zéro contrefaçon au Japon. On pousse tout le monde à être très Vigilant. vigilant. Mais le nombre de contrefaçons en circulation au Japon et en France, par exemple, n'a rien à voir. Vraiment. Et surtout, le point qui va être important, c'est que s'il y a une contrefaçon qui est vendue au Japon, la majorité du temps, c'est pas intentionnel. C'est vraiment, il y a une culture du commerce qui est totalement différente de la nôtre. Et on n'a pas ce côté où on essaye de. En fait, on a vraiment ce côté où on va vendre avec, entre guillemets, genre de l'honnêteté, quoi. Quand on achète un article, le vendeur va nous demander plusieurs fois si on a bien vu tous les défauts. Ils ont vraiment la volonté qu'on soit conscient de ce qu'on achète, quels sont les défauts et pour pas qu'on revienne sur notre décision, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont assez strictes au Japon et qui sont vraiment ancrées dans la culture. En France, je pense qu'on pourrait mettre en place n'importe quelle loi. C'est pas dans notre culture, quoi. Il y a une culture du commerce que je critique pas, hein, parce qu'elle a ses avantages aussi. On a une culture du commerce qui est totalement différente. Donc ça va être la première étape de notre process d'authenticité. Ça va être de sourcer nos articles exclusivement au Japon. La deuxième étape, ça va être du coup Anne, notre experte. Donc elle a travaillé en fait plus de 20 ans dans le luxe. Elle a travaillé en boutique. Elle a été au contact des produits, elle a travaillé aussi au SAV et évidemment bah, pendant ces 20 ans, elle s'est éduquée et elle a appris à reconnaître un vrai d'un faux article. Maintenant, le plus important pour nous, ça va aussi être capable de reconnaître quand un humain atteint ses limites et ou alors et quand on a besoin en fait de soit demander de l'aide à quelqu'un qui va mieux s'y connaître parce que chacun enfin on peut pas être spécialiste de toutes les maisons de tous les produits, ça c'est impossible, ou alors faire appel tout simplement à la technologie. Maintenant on a des super choses qui sont mises en place et nous on utilise un logiciel qui s'appelle Entropy et ça va être la troisième étape de notre process. On peut vérifier l'authenticité d'un article aussi grâce à un logiciel qui fait appel à l'intelligence artificielle, etc. Donc, toi aussi, maintenant, tu as l'œil, je suppose. Bah, en 2 ans, j'ai appris. Après, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu peux... Bon, tu nous as donné les petits secrets et tout. Toi, tu penses que c'est vraiment
le fait d'avoir de l'expérience, quoi, qui fait que tu reconnais un vrai du faux? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent avec le temps à ce sujet. En fait, c'est tellement, il y a tellement de points différents à maîtriser que je pense que c'est en pratiquant, en voyant les articles, en touchant les articles. Moi, je sais que quand j'ai un doute, je demande à ma mère si elle me dit non, là, ton doute à toi, il est pas. Parce que moi, je suis un peu too much, tu vois. Je suis un peu une meuf trop inquiète. Si elle me dit non, là, tu doutes pour rien, je lui demande pourquoi. Et dans ce cas-là, voilà. Et au fur et à mesure, ouais, sur chaque article, je vais être capable d'identifier de plus en plus de points qui sont importants, qui vont être des points d'analyse pour savoir si Mmh. l'article il est authentique ou pas. Alors moi, admettons, je te donne un exemple, je vais choper un sac sur Vinted ou sur Insta. C'est quoi les 3 trucs qui te font dire, non, direct? Celui-là, c'est un fake, tu vois? Bah alors, déjà, l'authentification par photo, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Par exemple, nous, on fait pas d'autres. Enfin, quand il y a des clients, des fois, qui nous sollicitent, qui nous disent, ouais, j'ai vu ce sac et tout. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai, que c'est un faux? Généralement, on leur dit, sur photo, c'est très compliqué. Et le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment des niveaux de contrefaçon. Et il y en a qui vont être beaucoup moins qui vont être vraiment très low cost, très médiocres, et puis il y en a qui vont être super bien faites. Et donc, ça va être plus facile en fait d'affirmer qu'un sac est faux que d'affirmer qu'un sac est vrai. Oui, il y a des points où on peut dire oui, là le sac il est faux, vraiment c'est mort. Mais par contre, aller dire vraiment affirmer un sac est vrai sans avoir pu plus l'analyser, le toucher, etc. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Après, généralement, ce qu'on voit, nous, par exemple, sur des sacs Chanel, ça va déjà vérifier que le modèle, il a vraiment existé. Ça peut servir. Non, mais c'est bête, mais ça peut servir. Et ensuite, je pense, quand on a la chance de pouvoir toucher, je- souvent la bijouterie, c'est assez révélateur. Ou quand on prend un sac en main et qu'il y a un gros souci au niveau de l'authenticité, je sais que souvent ma mère, elle me dit, oh, regarde la bijouterie et tout, c'est bizarre, tu fais ça fait un bruit chelou et tout. Et puis après, en soi, ça va être vraiment l'aspect général, quoi, la matière, tout ce qui va être en fait numéro de série, etc. C'est pas forcément des trucs qui vont être le plus. En fait, c'est copiable. Un numéro de Mmh. série, c'est copiable. C'est à part si voilà, on a accès aux documents internes de chaque maison pour vérifier s'il y a le numéro. Mais c'est, enfin voilà quoi. On est quand même, enfin on évolue quand même dans une époque où les vendeurs en boutique, dans la plupart des maisons, ils ont pour consigne de ne pas faire d'authentification en boutique. Moi, j'ai une copine qui bossait chez Louis Vuitton encore il y a pas longtemps. La consigne, elle est simple. Si quelqu'un apporte un sac en demandant s'il est vrai ou faux, ce qu'il faut lui répondre, c'est que s'il l'a acheté en boutique, il est vrai. Sinon, on peut pas lui répondre. OK, même si quelqu'un lui a offert, par exemple? Non. Et voilà, si vous l'avez acheté en boutique, il est vrai. Et moi, ma mère m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, en boutique, on n'avait pas le droit de faire des authentifications, quoi. C'est, c'est pas, en fait, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire et il y a plein de vendeurs qui sont absolument pas formés pour reconnaître si un sac est vrai ou faux. Mmh. Alors, en Chine, en ce moment, tu as dû en entendre parler, hein, puisque Ouais, tu es dans le milieu. Donc, il y a ce phénomène de sacs vendus direct par les usines, sans ouais. logo, sans marque. Ça casse un peu l'idée du luxe traditionnel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et est-ce que tu trouves que ça trahit l'esprit des maisons de luxe ou au contraire que ça redonne un peu de pouvoir aux consommateurs? Bah alors, je pense que il y a eu beaucoup de confusion. Je pense qu'avec cette information au sujet de la Chine, etc., on a assisté au plus gros problème qu'on a en ce moment avec les réseaux sociaux. C'est cette manière dont une information plus ou moins vraie, fausse, peut être complètement, enfin voilà, diffusée d'une manière où on sait plus ce qui est vrai, on sait plus ce qui est faux, et il y a beaucoup, beaucoup de confusion, quoi. Et nous, on a regardé ça en trouvant ça assez hallucinant. En même temps, c'est pas quelque chose qui est hyper inquiétant, mais c'était vraiment intéressant de constater ce que tout le monde, ce que chacun pense et chacun et l'avis des consommateurs, des clientes, d'autres personnes qui sont même pas forcément clientes à ce sujet. Et donc déjà, la chose qui était assez importante à avoir en tête pour analyser la situation, c'est que
il y a une grosse guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, moi, je sais que j'avais vu la première vidéo qui avait été faite par un fabricant chinois. Et je me souviens, et ça, franchement, ça m'a fait halluciner. Sa vidéo, elle était très claire et elle était très bien faite. Dans sa vidéo, il prenait un sac donc de la maison Hermès, un sac Birkin, il reprenait chaque élément. Il commençait par le cuir et puis il allait jusqu'à la bijouterie quoi. Donc il parlait du cuir, il parlait du fil utilisé pour coudre, il parlait de la bijouterie, il parlait du coût de la main d'œuvre et il parlait même de l'origine du cuir et de l'endroit où le sac est fabriqué. Il reprenait tous ces éléments et il disait voilà le coût de revient, enfin le coût de production d'un sac Birkin de la maison Hermès, c'est ça. Et on vous le vend à tel prix en boutique. Moi, dans mon usine en Chine, donc en gros, quand je fabrique mes sacs qui n'ont rien à voir avec le premier sac qu'il a décrit, je vous fais tel sac et je vous le vends à tel prix. À aucun moment, en fait, il y a eu matière à se dire ah, Hermès fabrique en Chine ou quoi que ce soit. À aucun moment, franchement, sa vidéo a été très claire et très bien faite. Et j'ai vu quasiment personne reparler de cette vidéo en expliquant les bonnes, en redonnant en fait les bonnes informations. Et je trouve ça assez hallucinant. Et en fait, je pense que il y a déjà, je trouve ça assez satisfaisant qu'on ait cette forme de reconnaissance envers le savoir-faire chinois. Déjà, la Chine, c'est un pays qui fabrique à peu près enfin, plein de choses qui nous entourent. Et il y a vraiment une culture autour de ça et un savoir-faire qui est important. Et enfin voilà, il y a des gens qui ont été très, au fil des années et tout, qui ont eu un peu de mal à reconnaître que la Chine était un pays qui avait vraiment ce savoir-faire. Ça a un mélange un petit peu aussi de racisme, etc. Donc déjà, enfin, je pense qu'un un point positif, c'est de savoir reconnaître le savoir-faire chinois. Et après, dans les avis qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de produits contrefaits. Et du coup, qui se sont dit, c'est cool. En fait, ils ont un peu skippé toute une partie de l'histoire. Ils se sont dit, c'est cool. En fait, les produits contrefaits qu'on achète depuis des années, ils sont pas vraiment contrefaits puisque apparemment tout le monde fabrique au même endroit. Donc, je pense qu'il y a eu cette forme un petit peu de satisfaction. Au niveau des marques de luxe françaises, honnêtement, il y a eu, je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour eux d'admettre, c'est qu'il y a des produits qui sont fabriqués en Chine, mais ça va pas spécialement être la maroquinerie. Ça va être d'autres produits. Et je pense que là-dessus, ouais, on trompe un peu le consommateur. Et si on peut remettre un petit peu l'église au milieu du village, ouais, pourquoi pas. Après, la polémique autour de la maroquinerie, je pense que ça a été beaucoup de désinformation. Et il y a quand même une culture de l'artisanat, un savoir-faire qui est français et qui est, qui est indéniable, quoi. Mais après, c'est vrai ce que le Chinois dit. C'est-à-dire qu'il prend un cuir de provenance, admettons, de la même qualité que le sac Hermès, le Birkin, là, et après, il refait là exactement pareil, la même chose. Donc à la finale... En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il peut faire un sac qui y ressemble. Par contre, il n'a pas le même cuir. Ça, il a pas c'est assez contrôlé le cuir, etc. Donc, il n'a pas le même cuir. Pareil au niveau du fil qui est utilisé, c'est pas le même fil. Pareil au niveau de la bijouterie, c'est pas les mêmes matières. Mais il peut les trouver. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qu'il disait dans sa vidéo. Ok. Lui, il restait assez factuel. Il disait, en fait, il décrivait vraiment d'une manière très précise. Enfin, la vidéo était intéressante, très précise, la fabrication d'un sac Birkin. Et ensuite, il disait, moi, je vous fais tel sac. Donc, après, honnêtement, quand on regardait un petit peu les vidéos, il y avait beaucoup de vidéos qui cherchaient à démontrer que c'est des sacs qui sont faits main, etc. Et ça, j'en doute pas. Par contre, il y a eu aussi beaucoup d'escroqueries à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de sites en fait qui étaient mis en avant par les usines elles-mêmes, qui étaient des faux sites. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contactées justement. C'est assez compliqué de commercer avec la Chine. Il y a vraiment des choses la communication n'est pas forcément facile. On fait souvent appel à un agent. Et il y a beaucoup de faux agents qui se sont permis du coup de contacter des gens. Et j'espère en tout cas qu'il n'y a pas trop de gens qui se sont fait escroquer, mais il y en a, c'est sûr, qui se sont fait. Donc c'était un peu
un peu spécial et il y avait un but derrière ça qui était pas forcément de juste genre faire exploser la vérité au grand jour. Il y avait un autre objectif Ouais. et je pense que en fait je trouve ça dommage qu'on ait dévié sur les maisons de luxe alors que pour le coup, je pense que sur cette polémique là, il y a des marques qui vont plutôt être, je sais pas, comme Lululemon qui a été mise en avant, etc. Des marques qui sont pas du tout des marques luxe, qui pour le coup, ouais, là, qui pouvaient être, enfin, qui devaient, je pense, être plus concernés par cette polémique parce que il y avait plus de choses à leur reprocher que les maisons de luxe françaises. Hmm. Donc toi, en grandissant, est-ce que tu étais déjà attiré par les marques ou ça t'est venu après Moi, bah, j'ai toujours eu, du coup, enfin, ma mère, elle bossait dans le luxe, elle était toujours bien habillée, elle rentrait du travail, elle sentait bon, elle avait toujours des beaux sacs, enfin, j'ai toujours aimé les sacs. Après, moi, j'aimais surtout ce que ma mère, elle aimait, hein, franchement, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et ensuite, quand on a créé la GD House, c'était pas, je pense qu'à la base, ce qui me passionnait le plus, c'était pas les sacs, c'était plutôt la relation humaine. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours été scolaire et tout, donc on m'a poussé, enfin voilà, vers le fait de faire des études. J'ai fait ma licence et tout. Mais là où je m'éclatais le plus, c'était l'été quand je faisais serveuse, par exemple. Vraiment, j'aime la le relation contact, ouais. humaine, Hmm. j'aime le fait de parler avec les gens, de communiquer avec eux. Et je pense que à la base, c'est ça que j'aimais le plus. Et puis, par contre, après, à force d'être en contact avec des sacs, il y a quand même quelque chose qui se crée, quoi. Franchement, on les voit, il y a vraiment des beaux sacs. Et il y a vraiment, tu vois, cette sensation où des fois, tu vas prendre un modèle et par rapport à tout ce que tu la chance de voir au fil de la journée, tu vas te dire, ouais, ça, c'est vraiment un beau sac, quoi. Le cuir, la matière, elle est ouf, le modèle, il est beau, genre, et vraiment, tu as cette sensation où tu te dis, ouais, ça, vraiment, c'est un beau produit. Hmm. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, bon ça j'ai dit les jeunes parce que on va me dire que c'est une phrase de vieux, c'est ce que mes filles elles m'auraient dit, hein. Bah, ils portent du luxe de plus en plus tôt. Est-ce que tu penses que c'est dû à quoi c'est dû, cette fascination du luxe? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour l'image de soi-même, pour le statut, ou juste parce que, comme tu disais, ah bah c'est quelque chose qui est beau, ah j'aime bien, c'est beau. Comment tu vois toi cette fascination-là des jeunes? Je pense que c'est indéniable qu'il y a une différence d'objectif en fonction de, de notre classe sociale déjà. Et après, il faut savoir que déjà les maisons de luxe, leur objectif depuis des années maintenant, et ils y arrivent plus ou moins bien, c'est de nous toucher nous, justement, de toucher notre génération. Et du coup, ils font appel à des ambassadeurs de plus en plus jeunes. On a vu par exemple tous les influenceurs qu'on suivait quand on était au collège, lycée, être invités pendant les Fashion Week, être mis en avant. Ça commence pour les filles par exemple, ça peut commencer par les gammes plutôt beauté. Et puis après, voilà, elles sont invitées au défilé, elles ont des beaux sacs, des beaux vêtements, etc. Il y a aussi eu, je pense, un truc qui a joué, je pense, c'est un petit peu qu'on oublie un peu. C'est par exemple tous les candidats de télé-réalité qui sont devenus tout d'un coup fortunés très rapidement, qui ont aussi consommé beaucoup de luxe et qui nous ont mis tout ça sous les yeux rapidement. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis qui ont connu des articles de luxe par ce biais-là. Pour les personnes aussi, enfin, il y a aussi, par exemple, la musique, etc. Je pense que souvent, on oublie bien, bien, bien le milieu du rap, par exemple, où, enfin, je pense que les rappeurs en France, étant donné que c'est le genre musical qui est le plus écouté, les rappeurs en France, c'est une vitrine Hmm. juste incroyable pour le luxe. Ils sont pas assez mis en avant par les maisons de luxe, mais clairement, quand toute la journée, on consomme des clips où ils sont habillés de la tête aux pieds avec des articles griffés, ouais, après, forcément, ça crée un engouement. Et je pense qu'au niveau de la consommation, il y a deux objectifs, hein. Je pense que, ouais, il y a des gens qui consomment avec l'objectif juste pour le paraître, juste parce qu'ils ont envie de porter une belle pièce et montrer qu'ils peuvent, qu'ils ont, etc. Et dans une démarche de consommer toujours de mieux en mieux et plus responsable, il y a aussi l'envie
d'acheter une belle pièce qui va être durable. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, où on a quand même, je pense, une prise de conscience au sujet de l'écologie, etc. Et on va essayer de consommer d'une manière qui est plus responsable. Et du coup, bah, peut-être que plus jeune, on va être prêt à dépenser une somme d'argent importante pour investir dans une belle pièce de maroquinerie, par exemple. Je pense qu'en premier, c'est vraiment les sacs ou la petite maroquinerie même. Toi, t'es utopiste. Si Tu tu vois? crois que, bah oui, Ah si ouais? tu crois que les jeunes, c'est genre non, je vais la garder longtemps, c'est pour ça que j'achète. Moi, je crois que c'est Je plus pense pour qu'il y a le des deux. paraître. Ah ouais? Moi, je pense vraiment qu'il y a des deux. Je sais pas, c'est un truc. Après, il y a beaucoup de paraître, hein, ça c'est sûr. Mais Hmm. ouais, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on tend vraiment à consommer Oui, de des plus en choses qui plus. sont plus durables, quoi. Je pense que là, enfin, la fast fashion, pour beaucoup, c'est pas. Après, c'est pas la majorité. Mais pour quand même pas mal de personnes, on arrive au point où même en fait, on s'en est rendu compte en faisant des erreurs. Hein. On s'en est pas rendu compte parce qu'on s'est dit ah punaise l'écologie c'est trop bien. On s'en est rendu compte parce qu'à un moment donné t'achètes un jean, tu le laves 2 fois, le truc il a plus de coupe, bah ça te saoule quoi. Hmm. Donc à un moment donné ouais tu te dis ouais et voilà. Je pense hein. Bah, le luxe, c'est un monde qui fait rêver, mais il y a aussi un côté assez fermé, élitiste. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, Je pense que c'est ouais, je pense que c'est comme ça, hein. En tant que femme métisse, d'ailleurs, tu es métisse, oui. quel Mon père il est côté? martiniquais. OK. Et Donc ta je suis maman 100% française? française OK. et ben, juste mon père il est noir parce que il est martiniquais. En tant que femme métisse, est-ce que tu as déjà ressenti que tu étais pas forcément attendue, ou légitime dans ce milieu, comme je te disais, qui est assez fermé et Mm. assez «blanc» entre guillemets, quoi? Alors moi je suis assez honnête à ce sujet. Franchement il y a un truc que je déteste c'est la fausse victimisation. Donc, je vais pas dire que j'ai l'impression d'avoir subi du racisme. Peut-être que j'en ai vécu, je me suis même pas rendu compte. Moi, j'ai toujours vécu ma vie en étant ultra à l'aise. Vraiment, je me suis jamais sentie confrontée vraiment à du racisme. Peut-être, vas-y, j'étais en collège privé catholique. Des fois, ouais, tu sens qu'il y a des différences entre toi et les autres. C'est un mélange de racisme aussi et de mépris par rapport à ta classe sociale qui peut être un peu moins importante, tout simplement. Mais sinon, non, je me suis jamais vraiment sentie discriminée. Après, j'ai eu une vie professionnelle où franchement, je suis passée quand même de étudiante avec genre un job l'été à chef d'entreprise. Donc, je pense pas être la meilleure personne pour en parler. Ceci dit, il y a de la discrimination dans le secteur du luxe. Ça, c'est plus que réel. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère, malgré le fait qu'elle soit blanche, qui a conscience du privilège blanc et qui a pas de problème à parler de ça et qui voit, en fait, qui arrive à voir, je pense, la plupart des discriminations qui l'entourent. Elle a d'ailleurs travaillé au recrutement dans plusieurs maisons et enfin, elle, c'est quelque chose dont elle nous parlait. Ouais, il y a beaucoup de discrimination et c'est compliqué quand t'es racisé, c'est compliqué quand t'as les cheveux afro ou que t'as des locks. C'est compliqué quand t'es voilé de bosser dans des maisons de luxe. Ça c'est indéniable. Après, au niveau de la clientèle, bah, c'est pareil. Là, ça va être plus compliqué parce que dans le luxe, il y a une clientèle qui est internationale, on va juger les gens par leur origine, mais aussi par leur classe sociale, quoi. Mmh. C'est-à-dire Surtout, qu'une ouais. femme voilée originaire du 94 qui rentre dans une boutique, ouais, ça va peut-être déranger. Par contre, une femme voilée qatari, là, voilà, On sort là, il n'y a pas de le problème. tapis rouge. Donc oui, au niveau de ça, il y a encore des gros progrès à faire dans le luxe. Et j'en profite pour dire que je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes racisées représentées dans la communication, dans la seconde main, par exemple. C'est pas compliqué, on n'a pas le droit de faire des quotas en France, mais à un moment donné, il y a des choses qui sont naturelles, tu le sais. Tu sais quand tes clientes, tu sais à peu près qui elles sont, quelles sont leurs origines. C'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à savoir. Et je trouve ça dommage qu'on représente pas plus les femmes noires, pas plus les femmes voilées, pas plus les femmes de plus de 50 ans ou juste de plus de 40 ans. Et souvent, on a une communication voilà, qui est hyper lisse et il n'y a pas du tout d'inclusivité. Quoi. C'est hyper... voilà. Il y a peut-être une plateforme, et c'est franchement quelque chose que je souligne, qui met en avant des femmes racisées dans leur communication. Sinon, la plupart qui organisent des campagnes, etc., pour communiquer, généralement,
on reste sur le même type de profil et vraiment, toutes les communautés ne sont pas représentées. Et c'est quelle plateforme où on voit les gens un peu racisés? Brandco. Ok. C'est pas plus connu, mais en tout cas, ils ont un site, genre ils ont une communication où par contre, ils font vraiment appel toujours à des mannequins avec les cheveux afro, noirs, métis, blanches, voilà. Pas de femmes voilées, ça c'est la limite. Et chinoises aussi? Asiatique, Pour la ouais, il y en contrefaçon? a Non, je certains. plaisante. Non, mais il y en a certains, ouais. Et des fois, quand on va... Je trouve que quand ils s'ouvrent, quand ils essayent de faire appel à des profils différents, Ouais, ils vont d'abord faire appel à des femmes asiatiques. ok. Et ensuite, peut-être un jour, Mais c'est- femmes noires, tu vois, mais Hmm. d'abord asiatiques. C'est vrai, moi, j'ai de la famille. Moi, je suis à moitié taïwanaise. Ouais. Et j'ai de la famille, enfin des amis de la famille, etc. Quand ils viennent en France, donc ils vont acheter sur les champs à Louis Vuitton des sacs. Et tu sais, je crois que tu peux acheter un seul sac, je crois, par personne. Ça dépend. Du montant ou du. Ça dépend les modèles, je pense, mais c'est possible, ouais. Bon, je C'est crois qu'ils possible. peuvent Je sais pas, acheter. les règles, ça évolue, donc ouais, c'est possible. Ouais, ils achètent et il y a la queue devant et même ils font appel à des gens pour qu'ils achètent plus de marchandises, quoi. Et je me disais, mais pourquoi ces gens-là, enfin ces personnes asiatiques, font la queue et devant le Louis Vuitton, sachant que voilà, il y a des magasins, bon après c'est peut-être pour avoir les modèles récents, mais moi j'irais directement au Japon acheter des sacs. Alors, ça, c'est une caractéristique justement à prendre en compte pour comprendre le marché de la seconde main au Japon et même qui va se développer aussi à travers la Chine et enfin qui se développe, qui nous attend pas pour se développer, mais enfin qui est en train de se développer et qui va continuer à bien se développer dans les prochaines années. Les communautés, la plupart des communautés asiatiques, en tout cas pour les Japonais et les Chinois, ils ne consomment pas de luxe de seconde main. Ils consomment que Ah, du c'est neuf. ça. Et en boutique, ça leur coûtera toujours moins cher de venir acheter en France plutôt que d'acheter chez eux. Mais en tout cas, et c'est pour ça qu'il y a une offre qui est aussi développée, c'est que par exemple les Japonais, ils consomment très très peu de luxe de seconde main. Ouais, ils veulent Mm. ok, le neuf en boutique. Ok, hein. Merci pour ces précisions. Alors, je reviens un petit peu sur ton parcours et sur ton projet. Comment est-ce que vous vous décidez, ta mère et toi, de vous tourner vers le Japon? Donc du coup, c'est quand enfin, ma mère elle a repéré que c'est la plupart des vendeurs qui avaient la meilleure offre à des meilleurs prix sur les plateformes. Donc à l'époque c'était en 2012. Hein, venaient du Japon. Donc c'est à ce moment-là que voilà, elle est partie au Japon, etc. Et en fait ça a continué l'offre elle a continué à se développer au fil du temps. Donc même si elle a dû arrêter de partir au Japon, elle a continué d'observer et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir faire profiter nos clientes françaises de l'offre de seconde main qu'il y a au Japon. Hmm. L'idée c'était vraiment ça, en fait c'est pas parti de on a envie de faire un truc dans la seconde main ou on va faire un dépôt vente et tiens on va faire un tour au Japon. Non, c'était vraiment l'idée c'était on va au Japon. Et c'est le cœur du projet, quoi, le fait Ok. de sourcer exclusivement au Japon. Il y a d'autres personnes comme vous qui font ça ou pas? En Ça se France? développe, ça se développe. J'ai l'impression, je veux pas être prétentieuse, mais j'ai l'impression qu'on a pas mal ouvert la voie. Je pense qu'on a vraiment fait partie des premières. Si c'est pas nous les premières, je pense qu'on a fait partie des premières. Il y a des gens qui devaient, enfin très probablement le faire avant nous, mais peut-être qui le faisaient, enfin qui communiquaient pas comme ça sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font leur petit biz dans leur coin avec leur réseau de clientes et donc c'est très probable. Hein, mais en communiquant autant sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a fait partie des premières. Et après, on a vu pas mal d'autres plateformes naître. Et Oh, vous après, avez ouvert la voie, quoi. Ah oui, c'est bien. non, c'est Ouais. bien. Et ça, c'est plutôt des petites plateformes, des personnes qui vont se lancer en solo. Mais ouais, du coup, maintenant, de plus en plus, on le voit. Parce qu'en soi, il suffit d'aller au Japon, tu vois, et je pense que c'est une activité qui attire. La seconde main, je crois que c'était en 2015, ça représentait un peu plus de 30 milliards à travers le monde. Et là, maintenant, en 2020, non, je crois qu'en 2020, c'était 30 milliards et en 2025, on est passé à 60 milliards. Ah un truc ouais, comme donc ça a ça. doublé, quoi. Ouais, ça a vraiment. Ah.
ça se développe à une vitesse folle, quoi. C'est un secteur qui est hyper porteur. Donc c'est normal et il va y en avoir de plus en plus des personnes qui se lancent là-dedans ou des nouveaux concepts qui émergent autour de ça pour former les gens, pour voilà. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires, vous, ou pas? Nous, on a démarré en 2023, mais on a démarré ouais, en mai 2023. Et après, forcément, ça a pas mal augmenté puisque on s'est développé assez vite, on a complètement changé le système. Et entre 2023 et 2024, ouais, je pense on a doublé. Et aujourd'hui, tu peux dire que la société fait vivre toute la famille, du coup. Oui. Après, la réalité d'ouvrir une société en France, c'est pas, voilà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, mais la réalité des choses, c'est que quand tu crées une société, déjà, pour arriver vraiment à te dégager un salaire, il se passe pas mal de temps. Il y a pas mal de règles à respecter. Hein. On fait pas ce qu'on veut du bénéfice qu'on génère avec les ventes, etc. Et donc, tout le monde ne se dégage pas encore de salaire. On est Ok. 4 et on est 2 à avoir un salaire, Ok. en gros. Non, mais c'est bien de le dire parce que souvent les gens se font des films en se disant, tu vois, les gens sont millionnaires avec les sacs, en Ouais. revendant des sacs. Non, faut jamais faut pas se fier déjà au chiffre d'affaires. Et puis alors encore moins essayer d'évaluer en fonction de ce qu'on a gagné en un live, etc. Parce que ça se passe vraiment pas comme ça. Et quand on fait une activité d'importation, c'est pas voilà, on a pas mal de frais cachés, etc. Hmm. Et il faut être assez rigoureux, et faire attention à pas mal de choses au niveau de l'achat, de la revente, pour pas se faire piéger tout simplement. Hmm. Donc donc ouais, non, c'est pas. Vous avez jamais eu peur, vous, de justement, on parlait des influenceurs, de toutes les nanas qui mettent les sacs chers et tout, de luxe. Vous avez jamais eu peur de vous faire braquer, par exemple? Je pense que ça va arriver. Ah ouais? Ah, c'est une dure réalité, mais c'est la France, hein, c'est ça, hein. C'est franchement, je pense, ouais, on se prépare au mieux, mais en tout cas, c'est un truc qui va se passer, ouais. Ah ça, vous en êtes déjà pas avec ta maman, vous êtes déjà dit, On est en «On va se France. faire cambrioler, on va». Franchement, ouais, surtout l'atmosphère en ce moment et tout. Non, franchement, c'est un truc, je sais pas quand exactement, si c'est dans pas longtemps, dans longtemps, mais c'est un truc qui 5 minutes là, tu imagines? c'est un La truc porte va être défoncée. qui va se passer, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Ah Après, ouais, tu te c'est prépares au mieux, etc. Tu essayes de sécuriser au maximum, tu de les travailler. assurances, Ouais, tu as tout, ouais. tout à Les fait. alarmes. Tout à fait, mais vidéosurveillance, etc. Mais wow, C'est fou, hein, clairement. quand même, hein. Psychologiquement, de se dire: «Bon, de toute façon, ça va arriver». Ah, mais ouais, c'est un peu le. Enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls commerçants en France à vivre dans cette optique, mais enfin, après, c'est très réaliste, quoi. On Ouais, pourrait très mais bien se dire, allez, on se prépare au maximum, ça va pas nous arriver, oui. mais. Enfin, Ouais, mais tu as commerçant avec des vitrines où tu te dis: «Bon, ouais. tu vois, la bijouterie, ils vont casser la bijouterie». Enfin, après, c'est l'image, peut-être, Ouais, le bien sûr. fantasme, tu vois? Et tu as, commerçants, comme vous, où vous faites des lives, vous Mm. faites des envois. C'est pas pareil, tu vois? Non, c'est pas pareil, mais tu restes vulnérable. Ouais, ouais. Et au Japon, tu sais, dans les magasins de seconde main, il y a des vitrines, c'est comment? Ben, au Japon, c'est très différent. Au Japon, il y a pas cette même culture. En fait, il y a pas cette même insécurité. En fait, moi, tu vois, je vais pas, comment dire, j'ai vraiment pas envie d'avoir un discours où je dis ouais, la France c'est horrible et le Japon c'est top. Parce que ça se passe pas comme ça. Il y a des avantages, des inconvénients partout. Par contre, au niveau de l'insécurité, il y a un monde quoi. C'est vraiment en Europe, on a un système, une manière de vivre qui est un peu qui est propre à nous-mêmes. Et puis au Japon, on est sur une culture qui va être totalement différente. Et en ce qui concerne ouais, l'insécurité, la malhonnêteté, etc. C'est différent. Mmh. Et ils ont beaucoup moins de problèmes de vol que nous. C'est nous, par exemple, on est obligé d'expliquer à nos partenaires japonais, quand vous envoyez un colis, faites-le comme ci, faites-le comme ça, mettez un double carton, blablabla, blablabla. Et on s'est déjà fait voler des sacs dans le colis directement. Quand on leur dit, ils comprennent même pas ce que c'est, ils comprennent Mmh. même pas dans quel monde c'est possible qu'on puisse nous voler un sac de cette manière, quoi. Pour eux, ça n'existe pas. Mmh. Donc ça prouve bien que c'est vraiment culturellement, certes il y a les lois, etc. Mais même culturellement, c'est un truc qu'ils arrivent même pas à imaginer. Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Mon Il y frère a me disait une vraie ça par rapport, différence. aux asiatiques justement quand il venait là, il disait: «Ouais, faites attention,
je sais pas, laissez pas la clé sur le bord de ou votre porte-monnaie si vous allez aux toilettes dans le Ouais. café, quoi. Ils disent, Ouais. mais pourquoi? Tu vas te le faire voler. Mais pourquoi? Bah ouais. Tu vois, ils n'arrivent pas à enregistrer le fait qu'ils peuvent se faire voler. Et c'est ça qui est ouf et qu'on a du mal à comprendre, nous, c'est que c'est même pas une question de législation. C'est dans la culture, quoi. Mm. C'est dans l'éducation, c'est comme ça. Vive les Asiatiques. Après, il y a un truc aussi qu'on a tendance à ne pas mettre en avant. On met ça en avant pour certains pays. D'ailleurs, on les blâme beaucoup. Et quand on part au Japon, bizarrement, on le met jamais en avant. Mais c'est un pays hyper conservateur. Les femmes, elles se baladent pas avec des décolletés dans la rue. Hein. Mm. Il y a pas de décolleté, truc comme ça. Il y a même pas. À la limite, ils ont un problème avec les mini-jupes. Ça, mini-jupes, il y a pas de problème. Mais tu les verras mini-jupes. Déjà, c'est pas tout le monde. Quand elles vont au travail, etc., tu les verras jamais en mini-jupes. C'est toujours des jupes qui arrivent là et dans leur boutique vraiment typiquement japonaise. Et la majorité des japonaises, tu les vois dans la rue, elles sont en robe ou en jupe, plus qu'en pantalon, longue, vraiment, qui leur arrive minimum en dessous le genou. C'est un truc, c'est observable au milieu de Tokyo, tu vois, c'est la capitale. C'est vraiment, je te parle de quelque chose qui se voit au quotidien. Et décolleté, par contre, mais tu verras quasiment jamais une femme en décolleté. Ça se fait pas. Elles sont vraiment avec un col rond, quoi. Décolleté, c'est hyper mal vu. Et même débardeur, pareil. C'est pas non plus un truc qui se fait. C'est quand elles mettent des petites robes à bretelles, leur petit kiff en ce moment, c'est de mettre le t-shirt en dessous et ensuite elles mettent la robe à bretelles au-dessus. Et pas de lunettes de soleil non plus dans la rue. C'est quoi la vraie différence entre la France et le Japon? Et l'insécurité, bien sûr. Tu vois. Les différences, je pense que nous, ce qui nous a le plus marqué, ça va être la différence au niveau de la manière de faire du commerce. Je pense qu'en France, on a cette culture un peu... les deux manières de faire ont des avantages et des inconvénients. En France, on va avoir cette culture latine où faire du commerce, ça passe par le fait d'être hyper sympathique, hyper friendly, tu vois, tu parles. Quand tu as un commerce de proximité, tu as des clients habitués, tu les reconnais, tu discutes avec eux. Il y a ce contact, voilà, qui va se créer. Et un vendeur, il va faire la vente, quoi. Il va te montrer le produit. Enfin, si c'est un bon vendeur, évidemment, il va te montrer le produit et puis il va t'expliquer pourquoi tu devrais l'avoir. Après, dans le luxe, bon, il y a d'autres techniques. Tu vois, ma mère, elle te dira qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui te vend un truc sans te parler du truc qu'il veut te vendre, justement. Mais il y a ce côté où on va discuter, on va chercher à vraiment créer une relation, une proximité. Au Japon, cette proximité-là, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, qu'elle est limite mal vue. Et au niveau du commerce, on va être sur quelque chose, on va rester très factuel. Tu rentres dans la boutique, bonjour, au revoir, blablabla. Si tu as des questions, on te répond. Mais on va pas venir interférer dans ta visite de la boutique, quoi. Si tu regardes, tu regardes. Ils vont rester là à côté de toi, ils vont attendre. Si tu as un truc à leur dire, à tout moment, il y a quelqu'un qui va être à ton service. Mais ils vont pas venir vers toi comme ça, etc. Et l'avantage qu'il va y avoir au Japon, c'est que quand, par contre, tu achètes un truc, on te montre tous les défauts, on t'explique tout, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'inconvénient, c'est que franchement, tu peux aller 20 fois dans la même boutique et acheter pour des milliers d'euros, on va jamais te reconnaître. Hein. Et on va jamais te faire un petit avantage parce que tu as un bon client. Après, c'est variable, mais tu sens que quand tu es dans une société genre purement japonaise, avec des employés japonais, des règles très japonaises, très strictes, c'est comme ça. C'est, voilà, vraiment, ils ont des consignes, ils respectent les consignes, point. Ouais. Quand tu es dans une société peut-être un peu plus petite ou plus internationale, tu vois, plus open, là, tu vas avoir des avantages un peu plus... Et tu vas reconnaître un peu ce style plus occidental, tout simplement. Mais quand tu es dans une société typiquement japonaise, c'est comme ça, quoi. Dans ton business, la concurrence en ligne, elle est super rude. Entre la guerre du référencement, maintenant les TikTok Live, etc., les gens qui copient des concepts. Hein. Depuis que tu t'es lancé, est-ce que tu as déjà eu des moments de doute et des moments où tu as voulu arrêter? Alors, pas de moment de doute, pas de moment où j'ai voulu arrêter. Par contre, des gros moments de colère, quoi. Genre, vraiment de la frustration qui se crée. Et en fait, c'est pas un truc c'est pas aussi simple que tu vois un truc et sur le coup, t'es super énervé. C'est une accumulation de petits trucs qui vont créer de la frustration. Et à un moment donné, cette frustration, elle devient franchement un peu hors de contrôle, quoi. Et franchement, moi, la période la plus difficile, je l'ai vraiment senti il y a quelques semaines, enfin quelques mois, même quelques semaines.
Où je pense que j'étais arrivée au point culminant de cette frustration justement que j'avais accumulée. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, en fait, ce qu'on fait, c'est trop puissant. Il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de travail, il y a trop de trucs à développer pour que je perde mon temps avec ça. Mais c'est un déclic qui s'est fait naturellement. J'ai beau essayer de travailler sur moi-même avant ça, j'ai pas réussi. Et avant ça, ouais, c'était vraiment, ouais, je sais pas, des petites choses que tu vois comme ça, un peu chaque jour, qui sont tellement agaçantes. C'est un mélange de malhonnêteté et de choses ouais, qui sont dites que tu trouves pas forcément justes, qui sont très agaçantes. Et des fois, il y a quelqu'un qui va dire un truc où tu sais que c'est un peu pour toi, mais en même temps, tu te dis, bah, on n'est pas dans une cour de récréation. C'est pas parce que la personne a dit ça que je vais faire un live où je vais dire, ah bah tiens, enfin, tu vois, c'est. Ouais, tu rentres pas dans le jeu, quoi. Ouais, et à Bah force oui. de rien dire, à un moment donné, bah, enfin, ouais, t'es gavé, quoi. Ça. Hmm. Ouais, c'est franchement un sentiment que j'ai bien ressenti. Mais j'ai vraiment le sentiment, à un moment donné, que ça m'a créé trop de confusion, quoi. J'étais là, j'étais pas assez concentrée sur mon travail, j'étais pas non plus assez concentrée sur ma vie perso. Et je trouvais que c'était n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, naturellement, j'ai complètement. Enfin, j'ai essayé genre d'aborder ça de la manière la plus saine possible. J'ai arrêté de prêter trop d'attention à des choses vraiment qui en valent pas la peine. Et genre, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, il y a eu une période, franchement, où c'était dur mentalement. C'est comme du harcèlement, en fait. Bah, Mine de rien. Enfin, du après, harcèlement. il y a des gens qui ressentent tellement de peine, de douleur à cause du harcèlement que je me sentirais mal à l'aise de dire que c'est comme du harcèlement. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment été harcelé, mais c'est des trucs. Non, mais beaucoup de critiques. C'est des Ouais, critiques, de la médisance. En fait, c'est même pas vraiment ça. Ça va être plutôt des différents, un peu un mélange de différents, tu sais, t'as un différent qui est moitié commercial, moitié personnel. Déjà, c'est compliqué parce que t'as le côté personnel, en même temps, t'as le côté business, etc. Ce différent-là, ça crée enfin, de la frustration des deux côtés et du coup, tu vas faire face à quelqu'un qui va dire des choses qui sont pas forcément justes, mais en même temps, tu peux pas prendre la parole publiquement. Enfin, je veux dire, je suis pas Nabila, tu vois, genre, je vais pas faire des snaps et dire, vous voyez, lui, il a dit ça, franchement, c'est pas vrai, genre, ce n'est ni dans une cour de récréation, ni dans une télé-réalité, quoi. On est en train de vendre des sacs de luxe, à un moment donné, il faut rester un minimum professionnel. Donc, tu vois des trucs, tu peux pas forcément dire vraiment ce que tu penses, c'est hyper agaçant. Toi, tu te fais limite traiter de voleur, personne malhonnête, etc. Alors que c'est des gens qui disent ça parce qu'ils ont entendu la version d'un tel et ils ont pas ta version à toi, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs en fait qui arrivent dans la vie. Hein, tout le monde a déjà vécu des situations comme ça. Et puis après, t'as des situations ouais, plus compliquées avec des concurrents qui vont vraiment faire un truc, une action qui peut potentiellement avoir une grosse conséquence et tu te dis, bah, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, on se connaît pas. Ok, nous, on est là, mais je veux dire, on demande rien à personne, quoi. Donc, pourquoi vouloir faire un truc aussi grave? Ouais. Et puis après, au-delà de ça, ça va être des trucs qui vont pas être forcément visés vers nous. Mais quand tu regardes un petit peu et que tu vois un live où tu entends des énormités vraiment qui sont dites avec grave de l'assurance, alors que tu le sais que c'est complètement faux, ça c'est un truc qui va vraiment toucher ma mère par exemple. Elle a bossé pendant 20 ans dans le luxe, elle arrive sur un live, elle entend des trucs de fou. Elle se dit mais comment on peut dire ça aux clients quoi, c'est dingue. Et puis après tu vas avoir par exemple le problème de l'influence où aujourd'hui on voit des placements de produits dissimulés tout le temps, on s'en rend même pas compte. Mais le nombre de placements de produits dissimulés qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Et du coup, quand ça touche ton secteur, bah là, tu t'en rends compte, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, mais c'est dingue, en fait. La meuf, elle est en train de te sortir une liste de recommandations. Elle oublie juste de dire que c'est des gens qui l'ont payé. Et toi, comme tu l'as pas payé, t'en fais pas partie. Et tu te dis, bah, genre, ok, tu vois, mais enfin, t'aurais aimé juste qu'elles disent, ouais, ces personnes-là, je bosse avec eux, ils m'ont payé ou ils m'ont offert un sac et c'est pour ça que je vous les recommande. Et ouais, à un moment donné, ouais, quand t'es un peu entier, etc., bah, faire face à de la malhonnêteté, bah, surtout quand c'est le début et t'es pas encore préparé,
ça te touche. Après, je pense qu'avec le temps, t'apprends à évoluer avec et tu passes à autre chose. En vrai, c'est des trucs, je vais y repenser dans 6 mois, ce sera un détail. Mais faut apprendre à évoluer avec, ouais. Alors, pour certains, le luxe, c'est un investissement. Moi, j'ai des amis ou même de la famille, genre la belle-sœur, mais des amis surtout qui sont dans l'achat-revente, n'est-ce pas? Ou de montres, de sacs et tout. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ceux qui disent qu'acheter un Birkin, c'est plus rentable qu'acheter un studio? Alors moi, je pense que c'est une notion, le luxe dans l'investissement, qui a permis de faire des vidéos très putaclic. C'est vraiment une notion qui a été utilisée à tort et à travers pour faire des vues sur TikTok, Instagram, etc. Il y a des sacs qui sont des sacs d'investissement où oui, quand on les achète, on peut faire une plus-value, ça, oui. Mais ça se limite à 2-3 modèles, en fait. Et ça concerne pas toutes les maisons et ça concerne pas tous les modèles de chaque maison. Et après, chacun sa notion d'investissement. Un investissement, c'est quand même quelque chose qui est censé te rapporter de l'argent. Quand tu achètes ton Speedy en 1940 et qu'il a augmenté de $500 en 2025, si tu te considères que c'est un bon investissement, bah voilà, mais c'est pas l'idée que je me fais de l'investissement, tu vois. J'aurais aimé un truc qui me rapporte plus d'argent plus rapidement. Donc nous, par exemple, sur ça, c'est un truc qu'on a essayé d'avoir un discours assez honnête, assez transparent pour nos clientes, où en fait, il y a quelques sacs que vous pouvez acheter pour vraiment faire un investissement, mais encore faut-il les acheter au bon prix et acheter le bon modèle. Il y a des sacs que vous allez acheter, ça va être vraiment des modèles durables, où vous allez les acheter, ouais, vous allez les garder 30-40 ans, ils vont pas bouger, ça n'a pas de problème. Et oui, si vous voulez constituer un héritage pour votre fille, pour votre fils, voilà, il y a pas de... C'est un bon modèle, ouais, achetez-le et tout, il n'y a pas de problème. Puis il y a des sacs, c'est un achat plaisir. C'est un achat parce que vous avez aimé le sac, vous avez envie de l'acheter, vous avez envie de l'avoir, vous l'achetez. Voilà. Et du Et coup, faut pas trop réfléchir. Du coup, c'est quoi les modèles Bah, du coup, comme tu as dit, le Birkin, pas Ouais. tous les coloris, pas toutes les matières. On parlait tout à l'heure, le cuir exotique, par exemple, ça décote beaucoup. C'est des modèles qui vont être très chers en boutique, mais qui vont pas se revendre aussi cher. Sur certains modèles de Birkin, oui, tu peux faire un bon, tu peux gagner, tu peux faire un bénéfice rapidement. Et après, par exemple, chez Chanel, tu vas avoir le modèle 11-12, classique 11-12. Si tu l'achètes à un prix sympa en seconde main, la version vintage en cuir d'agneau pleine fleur avec la bijouterie plaqué or, pareil, tu peux le revendre à un prix qui est sympa. C'est un sac, nous, par exemple, on le vend 3 990 €, sa version vintage, donc avec du cuir d'agneau pleine fleur, une qualité de cuir qui se fait plus, et de la bijouterie plaqué or. Et il se revend, enfin non, en ce moment en boutique Chanel neuf, il est vendu 10 300 celui-là, je crois, ou 10 600, un truc comme ça. Ok. Avec un cuir qui est de moins bonne qualité. Pour revenir à ta mère, avec qui tu as monté ce business, si tu devais partager le conseil qu'elle t'a donné, celui qui t'a le plus aidé dans le travail ou dans la vie, quel serait ce conseil? Euh, Ce serait de bien appréhender les caractères des clientes. En fait, c'est un truc, elle m'en a donné plein des conseils, mais je sais pas, celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. En fait, des fois, tu as cette relation de vraiment à la limite amicale qui va se créer. Et en fait, elle m'a toujours fait remarquer que les personnes qui vont être le plus vraiment dans l'émotion, qui, voilà, tu vas ressentir, voilà, c'est cette volonté, tu vois, qui c'est pas forcément malhonnête ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Sur le coup, elles peuvent être très sincères, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui elles agissent comme ça que demain elles seront toujours aussi, tu vois, pour autant. Même si tu penses que c'est vraiment une grande relation de confiance qui s'est créée, etc., la moindre erreur que tu vas faire, elles vont pas te la laisser passer, tu vois. Et même il peut ne pas y avoir une erreur pour que la relation change du tout au tout. Donc c'est vraiment faire, ouais, rester attentif à tout ça. Et, euh, et puis après, en termes d'achat, par exemple, des produits, ça va vraiment, je sais pas, vraiment, tu vois, écouter ton intuition quand tu penses que quelque chose, enfin, l'intuition, c'est quelque chose qui se crée avec tout ce que tu apprends, etc. Mais en gros, au début, moi, je me disais, bon, allez, bah, par exemple, ce sac-là, pourquoi pas le proposer? On fait un test, et puis voilà. Et ma mère, elle me dit, non. Genre, vraiment, non.
ça sert à rien, tu vois. Et ouais, des fois, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Des fois, less is more. Il y a des modèles, c'est pas utile, par Ok. exemple. Ok, hein, bah moi, merci d'avoir été là. Hein, ça m'a fait un réel plaisir. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je pense que j'ai bien parlé là. Ouais. J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, mais c'est très bien. Hein. Donc, j'ai une dernière petite question qui pourrait être une petite piste pour mes prochaines interviews. Qui tu aimerais voir assise dans ce fauteuil à ta place? Une femme, pour que je puisse l'interviewer et parler de son parcours. Bon, je vais pas faire la meuf mégalo et dire ma mère, genre. Mais attends, je réfléchis. Moi, que j'aime beaucoup, il y a une influenceuse qui a l'âge de ma mère qui s'appelle Cathy Lamuerte. Et je la trouve hyper intéressante et je suis sûre qu'elle aurait des trucs hyper intéressants à dire. Et attends, je réfléchis parce qu'il y a j'ai plein de noms hyper inspirants, mais là, comme par hasard, Et elle ça fait me quoi, vient Cathy pas. Lamuerte? En fait, à la base, elle fait des vidéos où elle parle un peu de tout. Elle parle de sa vie quotidienne, tu vois, mais elle est hyper engagée sur pas mal de sujets et elle met vraiment en avant ce qu'elle trouve pas normal. Après, elle parle beaucoup des actualités, etc. Mais ouais, elle met vraiment en avant ce qu'elle trouve pas normal et je la trouve inspirante et son parcours de vie aussi l'est. Enfin, je pense qu'elle aurait des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Et l'autre personne que j'aimerais beaucoup voir, c'est une influenceuse qui s'appelle China Propaganda Club. C'est pas du tout quelqu'un qui me connaît. Moi, je la connais, mais elle me connaît pas du tout. Elle a une énorme communauté. Et en fait, c'est une meuf qui a eu toujours dans sa vie des problèmes de dépression, beaucoup d'anxiété sociale, etc. Et elle a jamais collé avec les codes, tu vois, de l'influence. Donc, elle s'est lancée dans l'influence. De base, elle travaillait sur des chantiers et tout. Et elle a jamais collé au code. Donc, elle a jamais été appelée par des agences. Elle a jamais été enfin, au début, en tout cas, elle n'était pas du tout sollicitée par les marques, etc. Ça a été beaucoup plus dur pour elle que pour d'autres parce qu'elle avait ce profil en fait qui n'était pas lisse. Et malgré ça, elle s'est battue. Elle a continué de faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle n'a pas trop écouté les critiques, etc. Et elle est tellement talentueuse. Mais vraiment, et même son petit frère, je crois, qui fait de la vidéo. Et ils ont tellement de talent. Vraiment, ils produisent un contenu qui est au-dessus. C'est vraiment au-dessus. Et on a mis en avant d'autres personnes juste parce qu'elles avaient un profil plus lisse alors qu'elles produisent un contenu qui est bien moins intéressant. Et elle a vraiment quelque chose, elle a un truc à dire, elle a un talent de ouf pour l'écriture. Sa mère, elle était rappeuse. Elle a un talent de ouf pour l'écriture, elle fait des voix off. Franchement, tu l'écoutes, genre, tu réfléchis à ta vie, tu vois. Elle fait des photos, des vidéos qui, genre, artistiquement, enfin, moi, je suis pas une grande âme d'artiste, mais en tout cas, moi, genre, avec ma petite âme d'artiste, je trouve ça me touche, tu vois, je trouve ça bien fait, je trouve ça beau, je trouve ça esthétique et il y a un vrai travail. Et elle, pour le coup, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu plein de trucs, qui essaye de les partager au mieux et qui le fait souvent d'une manière hyper poétique, etc. et qui casse complètement les codes de l'influence. Et j'aime beaucoup son contenu. Ok, bon, on va aller voir ça, Madame Akida. Ok, hein, bah merci. Hein. Mais de rien. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je le raconte.